Virus, regard de photographe, documentaire exclusif réalisé par Anouk Burel où comment 5 photoreporters ont donc posé leur regard singulier sur la crise sanitaire au lendemain du 17 mars 2020, jour du premier confinement général décrété par le gouvernement. La France était alors arrêtée net ou presque, laissant place au silence dans nos villes, souvent à la solitude et bien sûr aux cruelles conséquences de la maladie. 5 ans plus tard, que reste-t-il de ce choc, de cette épreuve individuelle et collective hors norme? Nous allons maintenant nous poser la question avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc, en commençant par vous, Rémi Oudguiri, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue des modes de vie, directeur général de Sociovision, qui est un cabinet d'études et de conseils appartenant au groupe IFOP. Vous dirigez des études sur l'évolution des valeurs, des modes de vie et de consommation dans les sociétés contemporaine. Également avec nous, Laetitia Aclinidio, bienvenue à vous. Vous êtes anthropologue, spécialiste des crises humanitaires et sanitaires. Vous êtes vice-présidente de l'université Paris-Cité. Vous avez été membre par ailleurs du conseil scientifique Covid-19. C'était bien sûr entre 2020 et 2022. Et vous avez fondé en 2020 justement l'Institut Covid-19 ad memoriam de l'université de Paris. Institut qui publie à la documentation française, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Covid-19 ad memoriam. Fragments pour les mémoires. Que contiennent ces fragments pour les mémoires qu'on va découvrir dans votre livre? Le livre est construit autour de 3 corpus, 3 types de données, comme un film documentaire sans commentaire. Une toute petite intro, et puis 3 types de sources qui, on l'espère, soient un peu aux yeux des lecteurs. D'abord, des témoignages des Français. J'ai collecté depuis 2020, avec l'Institut, énormément de témoignages sur les expériences de vie en temps de pandémie. J'avais fait un grand appel. Et on retrouve ces témoignages. Et on rappelle ces témoignages. Et on rappelle ces témoignages qui couvrent la période 2020-2025, avec des gens très divers qui nous racontent leurs expériences. Deuxième corpus, des photos, très belles photos, réalisées par un photographe. Effectivement, parce que j'ai pu compulser le livre. Très belles photos. Très belles photos. Et des photos des objets du quotidien que les Français ont envoyés au MUSEM. Et troisième corpus, enfin... MUSEM à Marseille, à Marseille, le musée. Et puis troisième corpus, des dessins que Plantu a fait en 2020 et 2021 et qui avaient couvert les hôpitaux publics sur l'ensemble du territoire français. Témoignages, photos, dessins se répondent. Les dessins et les photos ne sont pas des illustrations des textes. Ce sont vraiment 3 collectes qui nous permettent à la fois de revivre ce qu'on a vécu, et puis surtout de découvrir les expériences des autres pour se construire peut-être nos mémoires de la pandémie Covid-19. Et tout cela est à découvrir donc à la documentation française. Serge Guérin est également avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Votre dernier ouvrage s'intitule, lui, « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» Point d'interrogation, bien sûr. C'est un ouvrage disponible aux éditions Michalon. Avec vous, on verra s'il y a eu conflit générationnel à la sortie de cette crise. On va en parler dans un instant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé durant cette pandémie, du monde d'après. On imaginait un monde d'après, autrement dit, il y aurait un avant, il y aura un après. Et puis finalement, aujourd'hui, avec le recul, il y a une chose que disent à peu près toutes les études, c'est qu'on a surtout rêvé, une fois sorti de cette pandémie, de retrouver le monde d'avant. C'est le cas? Oui, je pense. Le monde d'après était une utopie. On a eu du temps pour rêver, pour fantasmer, pour imaginer, pour élaborer plein de plans sur la comète. Et tout ça ne s'est pas vraiment produit. Le monde d'après ressemble étrangement au monde d'avant, sauf qu'on est entré dans une phase où, finalement, ce qui rythme la vie des gens, c'est une accélération des crises. Et surtout, le monde d'après ne ressemble absolument pas à ce qu'on avait imaginé. On avait imaginé un monde plus responsable, plus solidaire, où on se soucierait davantage des autres. Et la vérité est que... Avec une importante prise en compte de la sauvegarde de la planète, par exemple. Voilà, une consommation peut-être plus sélective. Voilà, une consommation plus responsable, plus raisonnée. Et en réalité, ça n'a pas véritablement survécu. D'abord parce qu'il y a eu assez logiquement, dans un premier temps, on a voulu souffler. Donc on s'est recentré sur les plaisirs de la vie, ce qui nous avait tant manqué. Et puis sur le long terme, on voit bien que dans les enquêtes que nous menons, les gens se sont repliés en fait sur la sphère privée. Et quand on leur pose la question, les Français nous disent « Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de prendre soin de moi ». C'est de prendre soin de mes proches, c'est de prendre du temps, parce que je pense que ce que le Covid a véritablement
suscité dans la vie des gens, c'est la prise de conscience que désormais nous entrions dans un monde très fragile, très incertain. Par conséquent, le bien le plus tangible, c'était le présent, le temps présent. Et c'est ce qu'on voit alors dans plein de domaines, on en reparlera, le travail, la santé, la consommation. Ce qui est important, c'est de profiter du moment présent. Et je pense qu'on est sorti, alors quand je dis on, je m'appuie sur les enquêtes que nous menons, on est sorti de cette épreuve avec le sentiment que désormais, chaque minute compte. Et par conséquent, on est plus prêt à sacrifier son présent pour un avenir totalement imprévisible. Il n'y a pas eu de conflit générationnel, dites-vous souvent, Serge Guérin, avec un peu de recul maintenant sur cette crise. Vous n'avez pas changé d'avis. On avait, c'est vrai, à l'époque, parlé d'une génération sacrifiée. Elle l'a été en partie, on va en reparler. C'est peut-être les jeunes, hein, évidemment, qui ont beaucoup souffert de cette crise, mais c'est vrai que les plus anciens d'entre nous aussi. Pas de conflit générationnel, néanmoins, après cette crise, à vos yeux? Ce qui est intéressant, c'est que tout était fait pour qu'il y en ait un. On expliquait à longueur de médias que le problème, c'était les vieux, qu'ils allaient mourir, que c'était fragile, et ainsi de suite. Et puis on mettait aussi parfois dans les médias, regardez ces jeunes qui ne font pas attention, qui vont faire la fête, et ainsi de suite. Donc tout était fait pour créer un ressentiment. Et manque de chance pour les gens qui aiment ça, c'est que finalement, bien sûr qu'il y a eu des tensions, mais comme il y en a toujours, mais pas plus que ça. Il y a eu quelques livres, quelques gens qui ont essayé de se créer un peu de notoriété en disant c'est à cause des vieux, ou nous les pauvres jeunes, qu'est-ce qu'on subit, génération sacrifiée. Enfin, juste rappeler que la génération sacrifiée, c'était Karl Mannheim, c'était 1914-1918. C'était pas tout à fait pareil de partir mourir dans les tranchées plutôt que pas pouvoir aller boire une bière le soir. Vous voyez, c'était quand même pas tout à fait les mêmes éléments. Donc voilà, donc il y a eu ça, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas pris. Globalement, aujourd'hui, 5 ans plus tard, bien sûr, il y a des gens qui disent c'était difficile. On voit qu'il y a des jeunes qui sont des problématiques de santé mentale peut-être plus lourdes qu'auparavant. De ce point de vue-là, d'ailleurs, plutôt les jeunes plutôt que les plus âgés, parce que sans doute que l'expérience, parce que sans doute que le recul, parce que sans doute aussi de se dire si c'est le jour pour moi, ça sera le jour pour moi, a fait que les plus âgés ont plutôt mieux tenu face à cette dimension. Alors même qu'ils étaient plus en risque, puisqu'on n'arrêtait pas de dire, à tort d'ailleurs, on a passé notre vie à expliquer que c'était les vieux qui allaient mourir. C'est pas les vieux qui allaient mourir, c'est les gens qui étaient en mauvaise santé, et entre autres qui étaient en surpoids. C'est ceux-là qui ont payé le plus gros tribut. Donc un jeune qui boit 2 litres de coca par jour tous les matins, enfin toute la journée, avait plus de risques que le monsieur de 75 ans qui va faire du vélo. Sauf qu'on lui interdisait d'aller faire du vélo. Voilà. Mais donc finalement, il y a eu de la tension, mais surtout de la tension médiatique, et assez peu dans le ressentiment. Et 5 ans plus tard, il n'y a pas non plus un ressentiment en disant c'est à cause, et ainsi de suite. C'est resté assez peu marqué. L'élément qui est resté, je crois, très fortement, ça a été, pour moi d'ailleurs, c'était une faute totale, et une faute pas digne d'un homme d'État, c'était l'histoire du quoi qu'il en coûte, de dire aux gens quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a donc vraiment cru que l'argent était magique, que ça allait sortir comme ça, et ça c'est resté. S'il y a quelque chose qui reste encore aujourd'hui, c'est bien que c'est pas très grave, si on est endetté, c'est pas très grave. Donc là, il y a quelque chose de très fort, je crois, qui est resté. Et l'autre élément qui est resté, c'est d'une certaine manière la découverte, pas bonne pour l'ego du tout, c'est que le pays ne marche pas bien. On a découvert qu'on n'était pas capable de faire des masques. On a découvert que le système hospitalier, dont on n'arrêtait pas de dire c'était le numéro 1 mondial, ça met le doigt sur un certain nombre de défaillances. Voilà, exactement. Et ça a été très fortement vu, les gens l'ont vécu en plus. Et du coup, c'est aussi été quelque chose d'un peu violent pour les personnes. De dire, mais en fait, ça va pas, quoi. Donc il y a aussi cet élément-là qui est resté, je crois, très fortement, et qui sans doute a accéléré ce qu'on pourrait appeler une forme de pessimisme qui est assez... on aime bien en France dire que ça va pas bien. De ce point de vue-là, je ne sais pas si ça se retrouve dans les études, mais en tout cas, on le retrouve assez fortement en disant le pays va pas bien, c'est de notre faute, ou c'est pas de notre faute à soi, parce que c'est jamais de sa faute à soi, c'est toujours la faute des autres, mais en tout cas de dire il y a quelque chose qui va pas bien. Et de ce point de vue-là, on a gardé ça, et quand j'entends aujourd'hui que ce soit des jeunes, y compris ceux qui étaient vraiment encore très jeunes à ce moment-là, qui disent aujourd'hui, quand même, on n'est pas très bon, quoi. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Je vous donne la parole juste après, bien sûr. Oui, sur la question des générations, Serge Guérin a tout à fait raison. Il n'y a pas eu de conflit de génération après cette crise. Au contraire, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant la crise, avant le Covid, c'était plutôt dans nos enquêtes les personnes âgées qui étaient très soucieuses de santé. Après cette épreuve, le phénomène nouveau, c'est le rattrapage des jeunes. Les jeunes, soudainement, se sont intéressés à leur santé. Ils se sont rendus compte que le système de santé, à lui tout seul, n'était pas suffisant, qu'on avait un capital santé et qu'il fallait l'entretenir. D'où ces problématiques de santé mentale, en particulier, dont on parle énormément depuis 5 ans. On en parlait moins avant. Et quand vous regardez les conversations des jeunes aujourd'hui, la santé occupe une place tout à fait inédite. Qui était un sujet de vieux, c'est devenu un sujet transgénérationnel. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être rajouter toujours sur cette histoire de solidarité intergénérationnelle. Oui. Je suis aussi tout à fait d'accord avec Serge Guérin. Nous sommes un bon public, là.
Peut-être en rajoutant 2-3 choses. Premièrement, c'est quand même très étonnant dans cette crise, au niveau international, pour la première fois, la protection des personnes âgées a été centrale. Et ça, c'est pas courant dans les crises sanitaires. Le fait que les mesures aient été prises, et que des mesures qui touchent l'ensemble de la population aient été prises avant tout pour protéger les seniors et les personnes avec comorbidité, est quelque chose de tout à fait inédit. Et ça a été fait à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on discute de questions de solidarité intergénérationnelle. Juste là-dessus, si je puis me permettre, je dirais qu'on a aussi surtout cherché à protéger l'hôpital en disant qu'il ne tiendrait pas le coup. Et finalement, c'était moins les vieux qui comptaient que l'hôpital tienne. Pas uniquement, parce que ça a joué. Pas uniquement, parce que le lien avec les EHPAD. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'en effet, il n'y a pas eu de conflit intergénérationnel. Par contre, ce qui ressort beaucoup des études, c'est la souffrance sociale qu'a entraîné la fermeture des EHPAD, en particulier, et le fait que beaucoup de gens n'ont pas pu accompagner leurs parents mourants, n'ont pas pu leur dire adieu. La souffrance aussi liée au fait que beaucoup de gens n'ont pas pu entrer en réa dans les derniers moments de vie de leurs proches, personnes âgées compris, ou conjoints, et que n'ont pas pu non plus les accompagner, par exemple, lors d'enterrements qui ont été, on se souvient, très très contraints. Et donc, c'est pas tant le conflit intergénérationnel entre les jeunes et les vieux, c'est finalement, qui a été bien accepté, c'est tout à fait exceptionnel d'accepter des contraintes aussi fortes au niveau de la société dans son ensemble pour protéger en particulier les seniors. Par contre, cette absence d'accompagnement vers la mort, en particulier de nos parents et de nos conjoints, est quelque chose qui reste encore comme une souffrance chez beaucoup de Français. Pas de conflit générationnel, mais peut-être pas non plus un renforcement des liens intergénérationnels et des jeunes vis-à-vis des plus âgés évoluant dans notre société. Et concernant les EHPAD, a-t-on tiré les leçons de ce manque de lien social connu à l'époque? Cette impossibilité d'aller saluer ces anciens dans les EHPAD à cette époque-là, de les accompagner, le cas échéant, jusqu'à la fin de leur vie? Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'une certaine manière, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait du vieillissement en France. Je me souviens, je ne le nommerai pas, mais un ancien ministre de la Santé qui m'appelle en me disant « mais il y a combien de gens âgés ?» Les gens n'avaient pas du tout en tête qu'il y avait autant de personnes. Donc ça a été aussi ça. C'est d'un seul coup, ah oui, mais il n'y a pas que des jeunes dans la société. Il y a aussi plein de gens âgés. Alors du coup, avec un codicile négatif, c'est qu'on voyait la personne âgée seulement comme une victime et seulement comme une personne fragile. Alors, il y a plein de gens âgés qui disaient, mais ça va, je suis adulte, je suis capable de savoir que je ne vais pas faire n'importe quoi quand il y aura le déconfinement. Hein, il y avait aussi un côté, on a même parlé, moi je parlais d'apartheid générationnel, il y a eu aussi le discours assez ridicule de dire il faut que les gens de plus de 65 ans, ou plus de 60 ans d'ailleurs, ça ne savait pas trop, devraient pas sortir de chez eux. Et pour répondre à ma question, est-ce que le lien intergénérationnel s'en est trouvé renforcé 5 ans après? Alors oui, globalement, il y a eu des micro-solidarités pendant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que plein d'associations disent « Ah oui, mais là, les gens âgés, ils ne viennent plus être bénévoles. » Comment on fait? Du coup, d'ailleurs, on a trouvé parfois des plus jeunes qui se sont mobilisés parce qu'ils avaient le temps à ce moment-là. Mais du coup, il est resté... Et plutôt, il y a eu même des gens qui ont pris conscience, quand on parle des vieux, en fait, on parle de mes parents, de mes grands-parents, tout ça. Donc, ça est plutôt resté et ça n'a pas développé derrière... quelque chose de négatif par rapport à ça. Il y a même plutôt une visibilité plus forte des uns et des autres. Parce que les gens âgés disaient eux-mêmes « Attention, je ne veux pas peser sur les jeunes. Ah, je m'inquiète pour eux. Ah, c'est pas facile non plus. » Du coup, ça a plutôt créé, en grande partie, plutôt une attention auprès des autres générations, dans les deux sens. Il y a eu en France 168 000 morts à l'occasion de cette pandémie et 6,8 millions de morts dans le monde. Vous nous avez amené sur le terrain sanitaire et compte tenu du nombre de victimes que cette pandémie a fait dans notre pays, c'est évidemment un passage incontournable. Là aussi, il y a un vrai trauma dans notre société, 5 ans après, par rapport à ce nombre de décès, ce nombre d'enterrements qu'on n'a pas pu accompagner, ce traumatisme, en réalité, qu'on a vécu dans bon nombre de familles françaises. Oui, je pense que c'est un traumatisme qui a beaucoup marqué dans notre rapport à l'avenir. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment, et on le voit nous dans de longues séries historiques que l'on mesure à travers le temps, on voit que
2020 était un basculement dans une peur véritablement du futur. Et d'ailleurs, tous les indicateurs sur les maisons de retraite, les EHPAD, les questions de dépendance, on voit ou la retraite tout simplement, qui était déjà, rappelez-vous, 2019, il y a eu les grands mouvements pour la retraite. Ça a rajouté une couche de pessimisme qui est déjà dans notre pays très, très ancrée. Et ça a véritablement rendu conscient énormément de Français qu'il fallait absolument se prendre en main, qu'il fallait d'une manière ou d'une autre. Alors, dans les indicateurs qui ont le plus bougé entre 2019 et 2020, et qui ensuite a continué d'augmenter, c'est je réalise des efforts personnellement pour prendre soin de ma santé. Et ça concerne toutes les générations. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Il y a eu en 2020 vraiment un saut. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il ensuite se stabilise ou voire régresse un peu. Au contraire, depuis, il ne cesse d'augmenter. Et on le voit par exemple à travers un symptôme de société qui est marquant, c'est la santé connectée, le fait d'utiliser les applis, les objets connectés, etc., pour suivre son rythme cardiaque, son sommeil, etc. C'est loin de concerner aujourd'hui la majorité des Français, mais c'est une tendance qui ne cesse de progresser et dont probablement le germe a été déposé lors du Covid. Donc je dirais qu'on pourrait parler de génération Covid, pour parler en particulier des jeunes. C'est la prise de conscience, de l'importance fondamentale de la santé dans la vie. Alors ça paraît une évidence dit comme ça, mais ça a été un moment de grande révélation. Et puis le fait qu'effectivement, le système français n'était pas faillible, contrairement à ce qu'on nous avait dit pendant des années et des années. Vous avez milité avec d'autres pour la mise en place d'une journée nationale en hommage aux victimes, aux 168 000 victimes françaises à la suite de cette pandémie. Nous n'avons toujours pas mis en place cette journée de commémoration. On aime beaucoup les commémorations en France, mais 5 ans après, cette journée n'a toujours pas été instituée par le gouvernement français. Ça pose un problème, selon vous, du point de vue de la mémoire collective? Ça pose un problème, ça pose question, comme on dit dans une traduction de l'anglais que nous utilisons de plus en plus en France, malheureusement. C'est très étonnant. En effet, depuis 2020, et à partir du 17 mars 2021, tous les ans, avec d'autres, avec des acteurs du monde associatif, en particulier les associations de personnes victimes du Covid, avec des acteurs de santé, par exemple la Fédération hospitalière de France, etc. Je demande publiquement, dans des tribunes, dans des conférences de presse, etc., nous sommes nombreux à le faire, à ce qu'il y ait une journée d'hommage dédiée à la pandémie qui soit inscrite au calendrier national. On propose depuis 4 ans que ce soit le 17 mars. Ça peut être n'importe quelle date. Le sujet de la date n'est pas important. Mais pourquoi... Le 17 mars, tout de même, c'est une date. C'est une date qui inédite, on n'a jamais vu ça. C'est la date que les gens, dans les enquêtes, dans les témoignages, c'est souvent la date de basculement qui ressort dans les discours des Français. Mais pourquoi est-ce que c'est important, nous semble-t-il, d'instaurer cette journée d'hommage ? Et hommage à qui ? Il y a 2 questions. D'abord, hommage à qui ? Vous le disiez, hommage aux morts, mais hommage aux endeuillés aussi, hommage aux soignants, hommage aux invisibles, dont on a beaucoup parlé, qui ont complètement disparu. Et qui ont été traités par les photoreporters dans notre film. Qui ont été traités absolument dans le documentaire qu'on a vu. Et me semble-t-il, et c'est ce que j'essaye de défendre depuis 4 ans, finalement, un hommage à la société française tout entière, pour 2 raisons. D'abord, pour éviter des guerres victimaires. Et d'autre part, pour montrer aussi que c'est un phénomène qui a touché l'ensemble de la société française et que nous avons tous survécu. On a tous trouvé des façons de dépasser cet événement, plus ou moins bien, plus ou moins douloureusement, plus ou moins heureusement. Pour certains, ça a été une période heureuse. Mais donc, une journée d'hommage à la société française tout entière, une forme, je suis anthropologue, une forme de contre-don. On a beaucoup donné, beaucoup de gens ont beaucoup donné, ont perdu des proches. Il y a des Covid longs, il y a des jeunes en souffrance en santé mentale. On a beaucoup donné, que cette journée d'hommage remercie la société française tout entière. C'est important pour apprendre de ce qu'on a vécu. C'est aussi important, éventuellement, pour se préparer à d'autres crises à venir. Faire comme si rien n'était arrivé est quelque chose qui est excessivement étonnant à l'heure actuelle. Alors, changement notable aussi, et noté par toutes les études, c'est notre rapport au travail, avec l'émergence du télétravail. C'est vrai que c'était assez anecdotique, d'une certaine manière, le télétravail avant cette crise. Or, aujourd'hui, on se rend compte que 3 Français sur 10
environ, en moyenne, ont accès et utilisent de manière hebdomadaire, c'est 3 Français sur 10, au moins une journée de télétravail par semaine. Ça, c'est un changement très très notable du côté du travail, justement. Oui, tout à fait. Alors, avant même de parler du télétravail, je parlerai de la relation au travail. La relation au travail. Changer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Les gens, les actifs, ont eu du temps. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont réfléchi à leur vie au travail. Et pour certains, ça a pris le chemin d'une prise de conscience où ils se sont dit finalement, je n'ai pas tellement envie de faire ce travail très pénible qui me prend beaucoup d'heures, qui ne me permet pas de voir mes proches, ma famille. Et donc ça, c'est un premier point. Très important, les actifs ont réalisé ont réévalué leurs priorités au travail. Ce qui explique qu'après, il y a eu beaucoup de problèmes, il y en a encore aujourd'hui, de recrutement dans certains secteurs où la pénibilité, où les horaires à rallonge sont la norme. Je pense à l'hôtellerie et à la restauration, par exemple. Après, sur la question du télétravail en particulier, c'était une tendance qui montait, mais très faiblement. Il y avait une réticence en France de la part du patronat par rapport à cette question. Et là, soudainement, évidemment, on a découvert la merveille qu'était le télétravail, parce que ça permettait de continuer à faire ce qu'on voulait à distance, avec plein d'avantages, en particulier un avantage écologique, puisqu'on ne se déplaçait pas, etc. Et c'est resté. Et puis de qualité de vie aussi. Et puis de qualité de vie pour beaucoup de gens. Donc on a découvert peut-être une forme de qualité de vie à laquelle on n'osait même pas penser tout à fait. Précédemment, de ce point de vue-là. Et c'est resté. Et c'est resté. Aujourd'hui, ça devient même un critère de recrutement pour certains. C'est une demande. Alors, il y a en ce moment un retournement de tendance, c'est-à-dire dans certaines entreprises, on a mis le curseur. Les entreprises en reviennent ? En reviennent partiellement, parce qu'elles s'aperçoivent qu'à force d'être loin de l'entreprise, on devient moins fidèle à l'entreprise. Donc il y a simplement, moi je pense, c'est simplement une évolution normale. On cherche le bon équilibre. En tout cas, si j'avais à résumer d'une formule ce qui s'est passé pendant le Covid, ce qui est sorti du Covid dans la population active, c'est une demande énorme d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est vraiment Serge Guérin veut réagir à ce que vous venez de dire. Je mettrais 2 petites nuances d'ailleurs dans les 2 interventions. Ouais. C'est la société, mais enfin il y a eu aussi, je dirais, une nouvelle lutte des classes. C'est-à-dire qu'il y avait tous les gens qui pouvaient partir à l'île de Ré et qui envoyaient des belles photos en disant eux ils sont tranquilles à l'île de Ré pendant que les gens étaient enfermés chez eux. Donc il y a eu aussi des gens qui en ont profité pour entre guillemets déserter. Et en plus il y avait la très mauvaise idée d'envoyer des images. Et donc il y avait aussi quelque chose d'assez violent pour les autres. Après d'ailleurs on leur dit au moins envoyez pas d'images. Il y a eu aussi quelque chose comme ça. Avec d'ailleurs des locaux qui parfois voyaient arriver des gens, les Parisiens entre guillemets, qui arrivaient, qui leur faisaient un peu la leçon, qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc il y a eu aussi des dissentiments ou des tensions un petit peu fortes de ce point de vue-là. Deuxième élément, c'est que, vous le disiez très bien, télétravail, c'est 30%. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, et il y a aussi une différence entre ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas. Et du coup, ça crée aussi quelque chose. On a valorisé les infirmières et autres, oui, sauf que les infirmières en télétravail, c'est pas génial. Donc c'est-à-dire que c'était aussi faire une différence au sein de la société. Il y a une nouvelle coupure qui est un peu apparue entre ceux qui peuvent être en télétravail et ceux qui ne peuvent pas. Donc il y a eu deux coupures qui se sont quand même affirmées, pas des affrontements, mais un petit peu quand même, et quand même une coupure, quelque chose. Et puis le troisième élément, dans ce rapport au travail qui est en effet plus distancié, alors entre autres, des jeunes générations, mais d'une manière aussi plus large, où les gens qui en attendent autre chose, parfois peut-être plus de sens, parfois peut-être une autre manière d'être valorisé, d'être vécu comme étant, d'être considéré. Je pense qu'il y a de toute manière dans la société française un vrai problème de considération ou de sentiment de déconsidération. Et de ce point de vue-là, y compris dans le monde de la santé, où plus les gens étaient proches du corps des autres, moins ils sont payés et moins ils sont considérés, moins souvent ils sont diplômés. Donc il se passait aussi plein de choses où là on est dans une période un peu où chacun essaie de retrouver un peu son équilibre. Et c'est vrai qu'il y a aussi la question du collectif a aussi été très battue en brèche, parce que quand vous venez quasiment jamais dans l'entreprise, je croisais une entreprise où il y a une journée de présence obligatoire par mois. Je dis mais comment vous faites un collectif ? Et là, grand silence au début, on ne s'était pas trop posé la question. Voilà, et donc parfois, c'est difficile de réinventer du collectif quand les gens ne se voient jamais. Voilà, donc, c'est d'ailleurs une question que se posent beaucoup de directeurs de ressources humaines dans les on va dire, les grandes et moyennes entreprises aujourd'hui, retrouver ce collectif tout en incorporant évidemment ce télétravail dans les modes de fonctionnement internes aux entreprises. Peut-être quelque chose à rajouter sur cette relation au travail,
Alors, peut-être sur cette relation au travail. Et peut-être la digitalisation d'une manière générale, parce que ça a servi à désenclaver un certain nombre d'individus dans la solitude qu'on a tous connue durant cette période. Et cette distance sociale, finalement, qui s'est incrustée à travers cette pandémie. Hein. Alors peut-être oui, et peut-être pour une autre illustration, si on prend cette idée de digitalisation. Mais d'abord, sur le rapport au travail, on a vu aussi à quel point il y a eu des changements de vie et des déménagements, beaucoup de déménagements en dehors des villes. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, par exemple, les chiffres à Paris de scolarisation des enfants à la rentrée 2021, à la rentrée 2022, par exemple, mais c'est vrai aussi d'autres grandes villes. Donc il y a eu des gens qui ont décidé, suite en particulier au premier confinement, de changer de vie et donc d'imposer leurs demandes en matière de télétravail, demandes sur lesquelles ils ne sont pas prêts à revenir aujourd'hui. Donc là, il y a peut-être en effet, en ce moment, vous le disiez, pour l'instant, les entreprises cherchent le bon modèle, des tensions qui vont apparaître parce qu'il y a un certain nombre de familles qui ont fait des choix sur lesquels il sera très difficile de revenir parce que venir 2 jours par semaine dans la ville, ce n'est pas venir 5 jours par semaine. Et donc là, il y a un changement profond dont pour l'instant, la question du télétravail n'étant pas complètement réglée dans toutes les entreprises, on peut s'attendre peut-être à des tensions. Mais il y a aussi des gens, Laetitia, qui sont revenus, qui étaient partis dans les petites villes et qui sont revenus. Absolument. Ouais. Et il y a des gens qui ont changé de métier et qui sont revenus. Donc il y a eu énormément de changements. Mais là, on n'est plus sur le télétravail, mais on est sur des changements de vie, y compris des changements de vie professionnelle sur la digitalisation, mais oui. Juste sur les changements de vie, c'est vrai qu'il y en a eu. Effectivement, il y a eu quand même beaucoup de déceptions, de gens qui sont revenus finalement, qui étaient partis loin, qui sont revenus, qui ont changé de métier, mais qui ne sont pas... Donc ça a été un moment où tout le monde s'est posé des questions. Certains sont allés jusqu'à changer véritablement, mais quand on regarde nos chiffres, c'est pas non plus, ça reste quand même une minorité. La plupart des gens sont restés dans leur... Oui, c'est les chiffres dont je dispose. 3 à 4% seulement de la population hors 18-25 ans ont changé, ont bougé géographiquement. Or, les 18-25 ans, eux, sont presque 3 sur 10 à être revenus chez leurs parents. En réalité, ils étaient en études supérieures, probablement dans les grandes métropoles, et ont eu tendance à rester et revenir chez leurs parents. Tout à fait. On revient à l'idée qu'il y avait le monde d'après, qu'on a beaucoup rêvé, mais très peu l'ont véritablement mis en œuvre. Pour revenir sur digitalisation et lien social, sur une chose dont on ne parle pas toujours. Avec la digitalisation, on a de fait créé une distance sociale qui n'existait pas avant. On s'est jeté sur les réseaux sociaux pour... oui et non, parce qu'il y a quelque chose qui a été aussi très intéressant, c'est par exemple l'utilisation des tablettes numériques en réa. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'à une époque où les familles ne pouvaient pas rentrer dans les réas, et donc, se posait véritablement la question des adieux aux mourants. C'est passé quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant, c'est-à-dire l'introduction de tablettes numériques au sein des réas et la capacité pour les familles et les mourants à se parler une dernière fois. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que ça a été très important et c'est peut-être quelque chose à garder. Autre chose, ce n'est pas du digital, mais c'est le bon vieux téléphone. Une expérience aussi dont on parle peu, sur laquelle j'ai été très impliquée, le fait que dès mars 2020, donc fin mars 2020, j'ai beaucoup travaillé en particulier avec les grandes communautés religieuses et il nous est apparu évident que la souffrance sociale, que tout le monde, qui touchait un certain nombre de personnes, en particulier ceux qui justement ne pouvaient pas accompagner les mourants, qui avaient peur de la mort, peur de la maladie, etc., ne pouvait pas être traité, le terme traité n'est peut-être pas très beau, mais qu'on ne pouvait pas uniquement y répondre avec des lignes téléphoniques d'écoute psychologique. Vous vous souvenez ça? Bien sûr. On a multiplié les lignes d'écoute et c'était très important. Sauf que la souffrance sociale, la peur, la désespérance sociale, n'a pas qu'à être médicalisée ou psychologisée. Et donc, j'ai proposé à toutes les grandes communautés religieuses françaises de créer une ligne d'écoute spirituelle avec un numéro unique, chose qui n'était jamais arrivée non plus. J'ai convaincu le gouvernement, malgré la loi 1905, et on a lancé fin mars un numéro unique, une ligne d'écoute téléphonique spirituelle. Les gens appelaient et au bout de la ligne, il y avait des prêtres, des imams, des pasteurs, des rabbins et des bouddhistes. Notre société a connu durant cette période une surveillance de masse.
évidemment, attestation pour les sorties. D'ailleurs, c'est une de ces attestations qui est sur la couverture de votre livre. Cette surveillance de masse qu'on a tous vécue, alors à des degrés divers en Europe, mais en France, c'est vrai qu'on a plutôt opté pour quelque chose d'assez dur. On en garde des traces aujourd'hui ? Oui, enfin, je pense que beaucoup, quand même, Dieu merci, l'ont oublié. Mais oui, je pense qu'on en garde des traces. Et dans certains segments de la population, il y a un ressentiment par rapport à l'autorité, alors qui, parfois, dans ses formes les plus virulentes, va se traduire par du complotisme, c'est-à-dire l'idée, par exemple, nous, on mesure l'idée qu'une petite minorité manipule le reste de la population. Ça, c'est aujourd'hui... le chiffre, c'est aux alentours de 60%. Donc, il y a quand même, ça a donné le sentiment qu'il y avait un système qui nous surveillait, qui nous dirigeait. Et j'ai envie de dire que depuis, l'intelligence artificielle a renforcé un certain nombre de personnes dans ce sentiment que nous allons de plus en plus vers une société de la surveillance généralisée. Donc, ça fait partie aujourd'hui de ces... dystopies qui sont devant nous, mais il ne faut pas non plus ne pas remarquer que dans le même temps, aujourd'hui, dans toutes les villes de France, on demande de la télésurveillance. Donc, si vous voulez, il y a à la fois la peur d'être manipulé, qui monte, qui va monter encore, mais il y a aussi une demande d'ordre, et ça, j'ai envie de dire, en 5 ans, la demande d'ordre, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité. Donc je dirais qu'on est ambivalent sur cette question-là. On sort du Covid ambivalent. Il y a eu un fort mouvement anti-vax en France. Alors les anti-vaccins, c'est pas nouveau en France. C'était pas lié à cette pandémie. Elle a eu lieu à chaque fois qu'on voulait mettre un vaccin, et ce depuis la naissance des vaccins avec Pasteur. Mais là, on a monté les anti-vax, des mouvements dits complotistes, parce que vous n'avez pas cité le mot tout à l'heure. Mais non, mais il y a les anti-vax dedans. Oui. Et les anti-vax ont baissé juste après la sortie du Covid. Et puis depuis, il remonte. Merci vraiment à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Malheureusement, on aurait voulu passer bien plus de temps avec vous pour évoquer ce qu'a été le choc de cette pandémie il y a 5 ans. Maintenant, avec ce premier confinement, 17 mars 2020, on a essayé d'en tirer les principales conséquences avec vous 5 ans après ce documentaire que nous vous proposions aujourd'hui dans ce débat doc. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. J'espère qu'elles seront nombreuses. Vous serez là d'ailleurs pour réagir à ce que seront ces réactions. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui m'ont aidé comme à l'accoutumée à préparer cette émission. Je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.